J'appelle ça, je l'ai dit peut-être d'un mot, mais la possibilité d'une liberté du spectateur. Le spectateur est devant une œuvre finie, terminée. Le film qui est projeté est fini. Et ben, si ce qu'on appelle cinéma existe, ça veut dire que ça n'est pas fini et que ça recommence. Et que ça recommence avec le spectateur, ou que ça commence avec le spectateur. Et donc, il y a un effet de présent. Hein. Le cinéma se joue au présent. Tout est passé. Les acteurs sont morts, les personnages sont morts, le cinéaste est mort, tout ça est fini, et pourtant c'est au présent. Voilà, c'est au présent du spectateur. Le spectateur est celui qui amène du présent dans la relation à l'œuvre. Et ce présent, nécessairement, c'est un effet de transformation, c'est un effet de changement, quelque chose change. Ça, vous le savez bien, puisque ce qu'on lit aujourd'hui n'est pas lu de la même manière que ce qu'on lisait il y a un siècle. Une grande partie de votre travail consiste précisément à différencier les modes de lecture liés à des époques, à des âges. Tout à fait. C'est-à-dire que, disons, le modèle, la maquette est la lecture. Parce que je crois que cette activité qui est partagée pas par tout le monde, mais par beaucoup d'individus dans le monde, c'est une activité qui est sous-théorisée. C'est-à-dire que la complexité de l'acte de la lecture n'a pas de comparaison possible avec les théories de la lecture. Et alors là, la lecture, c'est peut-être un modèle aussi pour lire les images. Voilà, oui. Bien sûr, oui. C'est ça. On pense alors, à ça. Oui. Alors, avant de projeter le film, quand même, l'affaire Sofri, pour ceux qui l'ont pas vu, et peut-être avant d'en dire deux mots, peut-être que, comme on l'avait prévu, on pourrait laisser justement la place aux questions, puisque finalement, les deux mots qu'on dira sur l'affaire Sofri sont non pas, évidemment, disjoints de ce qui vient d'être dit, mais concerne cet objet-là. Donc, on a évidemment, avant de projeter le film, un moment, j'imagine, Dominique, pour les questions. Les questions, les interventions, ou plus, ou pire. Jean-Paul. Oui, pardonnez-moi d'intervenir. Je me sens très gêné par l'utilisation du mot vérité et réalité, parce que plus je vieillis, moins j'y crois, au sens vraiment théologal, je n'y crois pas, en tout cas je ne les pense pas, et que d'autant plus on peut trouver la vérité aussi dans le vin. Alors, in vino veritas, voilà. J'ai l'impression qu'il n'y a pas une masse de vérité et une masse de réalité, qu'il y a des réalités éparpillées, stellaires. Il y a autant de vérités aussi, qu'à chaque fois, il y a une vérité et une réalité. Je les confonds en même temps parce que j'ai l'impression que le réalisme a confondu ces deux notions d'une certaine manière. Et qu'il y a une vérité philosophique, une vérité historique, une vérité littéraire, une vérité narratrice, toute une série de vérités. La vérité du coiffeur, et fondamentalement aujourd'hui, il n'y a plus qu'une vérité et une réalité, c'est celle de la police, en gros. C'est celle qui amène à tous les témoignages possibles et à la réduction, au fond, de l'expansion possible de la vérité et de la réalité dans ce schéma logothète, en quelque sorte. Là, je pose la même question, au fond, aux écrivains qui sont venus parler, parce que je sens bien qu'il y a chaque fois une étoffe qui doit être à la fois coupée, cousue. C'est comment faire une histoire qui nous appartienne. Qu'est-ce qu'on récupère de cette histoire? J'y pensais parce qu'en fait, cette génération que vous êtes parle des Brigades Rouges, mais à chaque fois avec une interprétation qui est à la fois probable et improbable. Je ne sais pas. Je vais essayer d'être un peu plus clair parce que je pose des questions qui ne sont pas claires pour moi, évidemment. Et donc, je m'achemine dans une recherche, en fait. La France a vécu, et elle vit encore longtemps, dans un refoulé fondamental. Il y en a plusieurs. Sarkozy fait partie de ce refoulé général, mais le grand refoulement de la France, c'est l'histoire avec l'Algérie. Enfin, il est encore interdit de projeter la bataille d'Alger à Paris sans qu'il y ait des bombes dans les salles, en fait.
Je crois aussi que l'histoire italienne récente a un refoulement sur cette histoire qui est encore extrêmement nébuleuse des Brigades rouges, par exemple. Et donc, on ne sait pas ce qu'est la vérité. Hein. On ne sait plus. Il y a des faits réels, évidemment. Mais quelles sont les interprétations qui vont amener à ce que les faits réels deviennent quelque chose qui a un rapport avec la vérité ou la réalité? Je cite un proverbe pour finir. La vérité est comme la peau des couilles, pardonnez-moi. Je fais du Berlusconi, hein. Elle vous suit où vous l'amenez. Pardon. Oui, oui. Alors, c'est-à-dire que j'étais peut-être l'un des cibles de ces remarques. Et alors, je pense que je voudrais dire deux mots qui se rattachent, disons, aussi à mon travail d'historien. Et je pense que laisser la notion de disons, laisser la vérité et la réalité à la police montre l'extrême faiblesse de la gauche. Et c'est tout. C'est tout et c'est beaucoup. Ah, c'est beaucoup. Bon. Mais écoutez, l'historien que vous êtes, Carlo, c'est que la question de la vérité a toujours embarrassé les vivants, les sujets. C'est une question embarrassante. Ah oui, voilà. Elle doit l'être. Elle doit l'être, absolument. Voilà. Et donc, pardon d'en revenir à mon hypothèse cinématographique, mais le cinéma sert à se débarrasser provisoirement de la question de la vérité, qui est par ailleurs est très embarrassante. Je suis d'accord avec vous. Provisoirement. Provisoirement, oui. pendant le temps de la séance. On y revient. On y revient toujours. Voilà. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Bravo, Carlo. Vous êtes très bon.